toutes, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui à cette petite session qui va concerner la résilience de son entreprise, un état des lieux des menaces et un certain nombre de recommandations, tour d'horizon de recommandations pour arriver à une protection en fonction de son niveau de maturité cyber. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet par une petite présentation d'EZ. EZ était le premier éditeur européen. Le siège est historiquement basé à Bratislava, en Slovaquie. Nous sommes un peu plus de 2500 employés à travers le monde. C'est une société qui existe depuis 30 ans, qui a été créée par des développeurs du temps de l'ancien bloc de l'Est, et pour qui le commerce n'était pas possible à cette époque-là. Et la seule raison pour laquelle ils ont créé EZ, Note 32 à l'époque, le code Note 32, c'était pour détecter des logiciels malveillants et pouvoir les éradiquer et amener comme ça un petit peu de nettoyage sur l'Internet qui, à l'époque, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais qui est déjà propice au déploiement de logiciels à but malveillant. Aujourd'hui, nous avons 13 centres de recherche et développement à travers le monde. Certains ont une spécialité. Ce qui est sûr, c'est qu'ils servent surtout à assurer ce que l'on appelle le follow the sun, c'est-à-dire que quelle que soit l'heure sur la planète, eh bien, on a toujours une équipe de R&D qui est disponible pour pouvoir à la fois analyser, mais également remédier, si nécessaire, aux menaces qui pourraient apparaître, même quand nous, en Europe, par exemple, on est en train de dormir. Et puis, en termes de protection, eh bien, en propre, EZ va protéger 110 millions d'utilisateurs, donc à la fois par des technologies installées sur des ordinateurs, des smartphones, des serveurs, bien entendu, finalement tout ce qui va pouvoir accepter l'installation d'un logiciel comme le nôtre. Et puis, beaucoup plus largement, 1 milliard d'internautes sont protégés par nos technologies, et notamment par le partenariat qui est en cours aujourd'hui avec le Google Play Store. C'est-à-dire que lorsque des logiciels sont soumis sur le Google Play Store, EZ fait partie de l'App Defense Alliance qui va analyser ces logiciels. Alors, c'est assez important de les analyser en première instance, mais également de les analyser tout au long de leur vie, parce que les éditeurs de logiciels malveillants sont assez malin pour mettre à disposition une première version qui est tout à fait légitime et apporter des mises à jour à celle-ci au fil du temps qui peuvent rendre ces logiciels légitimes, souvent gratuits et souvent avec des applications sympas et populaires, on va dire, des calculatrices, des applications météo, etc. Et ces applications, au fil du temps, peuvent devenir malveillantes. Donc, on est ici sur une planche qui concerne à la fois nos partenaires ainsi que nos références. Dans les partenaires, eh bien, nous avons été l'une des premières entités privées en France à rejoindre l'initiative cybermalveillance.gouv.fr qui est également utilisatrice des solutions EZ, et la gendarmerie nationale aussi qui est protégée par les solutions EZ. Donc, tous les gendarmes équipés d'ordinateurs. Pour les smartphones, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont un système d'exploitation et un mode de fonctionnement hyper fermé, et aujourd'hui, on ne les protège pas. Mais pour tout ce qui est ordinateur, les gendarmes en France sont équipés, protégés par les solutions EZ. Et puis, vous avez une petite Marianne parce qu'on a un certain nombre d'administrations également, d'une manière générale, qui sont protégées par nos solutions et diverses solutions, à la fois les solutions traditionnelles telles qu'on les connaît. J'évoquais le smartphone, l'ordinateur, le serveur, la protection de messagerie, bien sûr, SharePoint, etc. Mais également ce que l'on appelle la Cyber Threat Intelligence, c'est-à-dire la recherche sur la menace. Et finalement, cette solution, ce service est fourni de manière très brute. C'est-à-dire que ce sont les données que nous allons utiliser dans nos solutions pour protéger les utilisateurs, les ordinateurs, etc. Et pour les entreprises et ou les administrations capables d'ingérer ces flux de Cyber Threat Intelligence, eh bien, on leur fournit sous différents packages, ainsi que sous forme de rapports, tout en sachant que les rapports EZ, vous en avez une
une version gratuite et disponible sur le blog We Live Security, et pour pouvoir dispenser certaines informations supplémentaires que l'on ne souhaite pas, par exemple, porter à la connaissance des attaquants, eh bien, on a créé des rapports privés qui sont structurés en plusieurs formats et qui sont bien utiles pour généralement des entreprises ou des grandes organisations capables de les traiter. Et très récemment, on a ajouté à cette planche la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et c'est une grande fierté de les protéger, de l'avoir leur confiance. Je pense que ils ont une cote d'amour qui ne faiblit pas, et chez nous c'est le cas aussi. On est ravis de les protéger. Et puis Europol, on participe à des groupes qui nous permettent d'apporter notre expertise auprès de cette instance. Alors, on va passer par différentes étapes dans cette présentation. Bref, tour des lieux, de la même chose sur les attaquants, leurs méthodes, les cibles, forcément. Et puis ensuite, deux morceaux pour finir cette présentation, comment se préparer, comment se protéger. Alors, pour l'état des lieux, j'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez une notion assez forte de la transformation numérique qui s'opère à la fois dans notre société, mais également dans les entreprises, que le télétravail et le Covid a bien entendu modifié et rebattu les cartes. Et je dirais qu'il suffit que l'on soit en télétravail ou dans son entreprise de tourner la tête comme un hibou à 360 pour s'apercevoir que l'on a autour de nous des objets connectés, en plus du traditionnel ordinateur et smartphone que l'on peut avoir devant nous, et que tous ces objets connectés représentent une manne à la fois en création de données, ce qui peut être très utile, mais surtout ces données peuvent être ensuite exfiltrées si elles ne sont pas bien protégées et ou utilisées à notre rencontre. Et cette transformation numérique de nos sociétés, je vais dire cela d'une manière générale, repose sur deux principaux piliers selon nous. Le premier, c'est le cloud. Celui-ci a permis de pouvoir démocratiser un certain nombre d'applications, de services. C'est-à-dire que quand on regarde les objets connectés qui sont devant nous sur la planche, peut-être pas pour le micro-ondes, en tout cas pas encore, mais en tout cas pour la montre connectée par exemple, ou la bande le bracelet que l'on met à son poignet pour traquer son activité, remonte toutes ces informations dans le cloud, forcément. Et la deuxième technologie qui s'appuie et qui va concomitamment avec le cloud, c'est bien entendu l'intelligence artificielle. Alors, je le dis avec des guillemets parce que c'est un sujet qui est très vaste. Il faut savoir que dans nos solutions, par exemple, on utilise, alors je remets des guillemets et je précise avec des algorithmes de machine learning notamment, l'intelligence artificielle depuis 1998. Et bien entendu, aujourd'hui, cette utilisation est démultipliée et va de pair avec ce que nous permettent à la fois les algorithmes, bien sûr, mais aussi les capacités du cloud. Donc le cloud et intelligence artificielle sont vraiment pour nous les deux éléments importants de la transformation numérique qui impactent nos vies ainsi que celles de notre entreprise ou notre vie en entreprise. Je vais passer aussi assez rapidement sur les deux planches qui viennent, qui concernent à la fois les attaquants côté grand public, ce que l'on va qualifier de cybercrime, donc la transformation d'acteurs, on va dire, qui avaient pourquoi pas l'habitude d'opérer dans la vraie vie. Le terme est un petit peu difficile parce que leurs actions ont une conséquence sur notre vie. Mais en tout cas, voilà, une transformation numérique comme nous pouvons la vivre, des cybercriminels des criminels vers une cybercriminalité. Ce que l'on note, c'est que ces cybercriminels ont plutôt des tactiques et des techniques, on va dire, assez communes. Voilà, j'ai mis un charter, un avion en tout cas, parce qu'on peut dire qu'ils pêchent au filet, au chalut, que leur objectif est
et de pouvoir récupérer un maximum d'informations. Je pense à des bases de données qui peuvent contenir des emails, qui peuvent contenir des mots de passe, qui peuvent contenir des numéros de téléphone, la langue parlée par la personne, par leur cible, et puis envoyer un très grand nombre, par exemple, d'emails d'hameçonnage sur ces cibles-là. Et c'est intéressant de noter que en faisant cela, eh bien, on est à la fois tous et personne la cible d'eux. À partir du moment où on existe sur Internet, ben forcément, on est potentiellement une cible. Et surtout, le point important, c'est que ils vont cibler par leur comportement très large, à la fois des entreprises, mais également des particuliers. Donc, quand on est une entreprise, on peut tout à fait se retrouver dans une base de données utilisée par ces cybercriminels et se faire harponner par leur fonctionnement. J'ajoute deux petites tendances quand même qui ont été notamment mise en avant lors du panorama de la cybercriminalité auquel je participe. J'en fais assez référence dans cette présentation. Donc, le panorama de la cybercriminalité dans mon groupe de travail sur le grand public a mis en avant notamment l'arrivée et le déploiement assez massif de campagnes de phishing. Donc, derrière ce nom barbare se cache tout simplement le fait de se faire appeler au téléphone par un faux conseiller. Alors, bien souvent, c'est un faux conseiller bancaire. Et ce faux conseiller bancaire va nous inviter à valider des opérations, notamment en recevant, par exemple, des emails, des SMS avec un code de validation, ou nous faire valider ça sur notre application. Pardon. Et en fait, sous couvert de nous permettre de bloquer des transactions illégitimes, alors qu'en fait, on est bien en train de valider ces fameuses transactions illégitimes. Et donc, cette tendance s'applique bien entendu et est vraiment très bien huilée. D'ailleurs, je vous invite à consulter une vidéo sur la chaîne Underscore de Micode sur le sujet. Il a mené une enquête très bien faite. Il est allé assez loin dans ces réseaux qu'il a infiltrés et à qui il a demandé de participer. Et voilà, donc je vous invite je vous dévoile pas toute l'enquête, c'est assez bluffant. Enfin, ça fait un peu peur même, mais c'est une excellente enquête. Et puis de l'autre côté du spectre des criminels, eh bien, on va plutôt avoir des groupes de cyberespionnage qui, la plupart du temps, sont financés par là, on va dire, alignés avec des États et qui vont revendre les informations qu'ils trouvent, soit au plus offrant, soit tout simplement en ayant des sponsors. Et ils sont plutôt tournés vers l'espionnage, le sabotage, la déstabilisation, à la fois d'entreprises, mais pourquoi pas d'États. Ils utilisent des failles TTP connues et inconnues, à la fois connues pour passer sous les radars, ne pas se faire attribuer telle ou telle attaque, et inconnues quand ils ont vraiment un objectif fort et qu'ils doivent à tout prix rentrer, peut-être après plusieurs essais infructueux. Et dans ce cas-là, ils vont déployer des failles, des vulnérabilités, exploiter des vulnérabilités, déployer des logiciels inconnus, ce qui coûte assez cher à développer. Donc, ils le font généralement avec parcimonie. Ils vont bien entendu utiliser de l'hameçonnage, des pièces jointes, des attaques par point d'eau, et peut-être une caractéristique quand même, c'est que leur hameçonnage va différer de l'hameçonnage traditionnel en étant du spear phishing, donc de l'hameçonnage vraiment ciblé. Et puis, c'est-à-dire qu'ils vont analyser la cible qu'ils souhaitent compromettre et non pas envoyer un email à 10 000 personnes dans une entreprise. Et puis l'attaque par point d'eau est elle aussi assez spécifique parce qu'il faut compromettre un site internet sur lequel on va envoyer les cibles que l'on souhaite faire cliquer, sauf que cette attaque est dite par point d'eau parce que les pages malveillantes ne sont affichées que quand la cible potentielle arrive. Donc, vous avez une adresse MAC, vous avez une adresse IP, vous avez des caractéristiques, des fois GEO-IP, qui font que vous n'activez la partie malveillante du site, qui lui est tout à fait traditionnelle, que quand certains critères répondent à la cible qui est espérée.
Et nous avons découvert une attaque très récemment d'un groupe, et je dirais que c'est l'exception qui confirme la règle, d'un groupe qui opère à la fois du cybercrime et de l'espionnage sur des entités européennes. Et c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a quand même une transformation dans ces deux grandes catégories, avec un peu de porosité, comme on l'a vu avec l'exemple précédent. Mais d'une manière générale, ces deux catégories se sont malheureusement retrouvées pour le pire. Et ça défraye la chronique. Ce sont tous les groupes de rançongiciels. Et donc, des cybercriminels qui n'avaient pas forcément les compétences des groupes que l'on appelle APT, donc Advanced Persistent Threats, donc des groupes alignés généralement avec les États, ou en tout cas avec des fortes compétences, eh bien, on voit que leurs tactiques, techniques et procédures, les moyens qu'ils utilisent, ont été récupérés par les cybercriminels, qui eux n'ont habituellement pas tellement de bonnes techniques, et pour créer donc les opérateurs de rançongiciel tels qu'on les connaît. Alors, je vous en ai mis quelques-uns ici, bien entendu, Logbit, Hive, Black Basta. En ce moment, il y a aussi Clop qui fait des siennes en ayant exfiltré un certain nombre de données et en se proposant de les revendre au plus offrant et ou de les diffuser si les cibles ne payent pas leur rançon. Ce que l'on peut noter sur ces groupes d'attaquants, c'est qu'ils sont éminemment structurés, certainement plus structurés que les groupes APT, dans la mesure où un groupe APT essaye de rester sous les radars, donc forcément n'a ni équipe communication, ni support, ni négociation. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de ces groupes, d'avoir des blogs, d'avoir des équipes qui vont aider les victimes à acheter des bitcoins, par exemple, leur donner tout ce qu'il faut pour pouvoir payer, négocier si nécessaire, parce que voilà, ce sont des commerçants avant tout et il est possible de négocier. Par contre, il à la limite ne diffère pas des APT en mettant une très grande pression et en ayant une agressivité qui est très forte sur les victimes. Et cela est très difficile à vivre pour une entreprise qui est attaquée. Alors certains pratiquent également la double, voire la triple extorsion. La première extorsion, c'est le fait d'intégrer le réseau de l'entreprise, de déployer un rançongiciel, de l'activer, de désactiver les sauvegardes par exemple, mais d'activer le rançongiciel et de faire une première extorsion en disant vous voulez récupérer vos données, vous devez payer. La deuxième extorsion est liée à la régulation, aux lois, en disant si vous ne payez pas la rançon, au lieu que cette affaire reste entre nous, eh bien on va la divulguer, notamment aux autorités compétentes. En France, ça sera la CNIL, on va les avertir. Et donc, les données que l'on vous a prises eh bien, vont se retrouver dans la nature et vous serez sous le coup, notamment du RGPD. Et la triple extorsion va encore plus loin dans le cynisme, parce que ces cybercriminels contactent les personnes dont les données sont exfiltrées en leur disant si vous ne souhaitez pas que vos données soient exfiltrées et ou rendues publiques, vous aussi payez et dans ce cas-là, nous ne divulguerons pas vos données. Et alors cela se voit surtout sur des données sur des sites de rencontres par exemple, mais également sur des données de type médical. Parce que, bien entendu, ces données, à la fois ont de la valeur, mais en plus sont des données vraiment, vraiment sensibles. Alors, encore une fois, vous êtes là ici aujourd'hui, donc je ne vais pas vous faire une revue de presse de toutes les attaques qui sont en cours et ou passées. Et puis, pas besoin forcément de stigmatiser telle ou telle entreprise ou administration. Par contre, j'ai extrait du magazine Le Mag IT un volume, un graphique qui est assez intéressant, qui montre le volume des attaques de rançongiciel connues, donc sur 12 mois, et celui-ci s'arrête au 8 juin 2023, donc il y a
un peu plus de 10 jours. C'est assez récent. Voilà, je vous laisserai l'appréciation de la répartition géographique. On voit que la France n'est pas forcément extrêmement ciblée. Alors, sans tirer de conclusion hâtive, on peut se demander si les entreprises déclarent, parce que forcément, pour pouvoir savoir s'il y a eu attaque ou pas, il faut deux raisons. Soit le groupe de cybercriminels a affiché sur son blog le fait qu'il avait attaqué telle ou telle entreprise, ou que l'entreprise ait fait elle-même une déclaration, ou que des clients se plaignent par exemple à la CNIL que leurs données ont fuité. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui font qu'on peut se demander si les chiffres sont bien ceux de la réalité. Et un autre point qui est important aussi, c'est que les cybercriminels concernés ne vont pas forcément aller jusqu'au rançongiciel. Alors pour comprendre ça, il faut revenir, s'arrêter quelques secondes sur une attaque. D'une manière générale, une attaque est un processus assez complexe, divisé généralement en 12 phases. Ça, c'est Mitre Attack qui le dit. Mitre Attack, c'est une association indépendante qui a pour objectif de recenser les différentes tactiques, techniques et procédures, donc la façon dont les cybercriminels procèdent pour pouvoir arriver à leur but. Et on le voit ici, le but est très large, c'est-à-dire que ça peut être l'impact en général. Ça peut être juste l'exfiltration des données et ne pas activer un rançongiciel. Mais il y a quand même un certain nombre d'étapes qui sont nécessaires. Mitre Attack à gauche, la Cyber Kill Chain à droite, avec quelque chose qui est un petit peu plus lisible, une partie reconnaissance, une partie weaponization, c'est-à-dire la transformation et l'utilisation de cette reconnaissance en moyen de diffusion. Ça peut être un logiciel malveillant, ça peut être l'exploitation d'une faille dans un site web, un serveur web ou une application quelle qu'elle soit, une Microsoft Exchange ou SharePoint. Une fois qu'on a repéré et créé la charge, eh bien, on va la délivrer, encore une fois, l'hameçonnage ou l'exploitation de la faille, installer, rentrer dans le système d'information, exploiter cela, et puis ensuite avoir une notion de command and control. Et ça, c'est très très important, on le va voir après, parce que dans les recommandations qui sont faites, à un moment, il faut couper Internet, notamment pour éviter que les cybercriminels ne puissent continuer à avoir accès à leurs propres outils qu'ils auront installés dans le système d'information. Alors ça c'est la théorie, enfin c'était la théorie, ce que je vous ai présenté. Dans la réalité, encore une fois, c'est une slide qui est issue du travail du panorama de la cybercriminalité du CLUSIF. Encore une fois, vous avez ici une réalité qui est légèrement différente. À la fois, on a de la professionnalisation, ça c'est évident, du côté des cyberattaquants. Et notamment, je le disais tout à l'heure, dans le support, c'est support technique, support auprès des affiliés, parce qu'il y a un point qui est important dans ces groupes cybercriminels, c'est que vous avez l'équivalent d'un éditeur de logiciels malveillants, et ces éditeurs vont proposer leurs services, à la fois services de formation, mais également d'assistance à des affiliés qui, eux, vont rechercher des cibles. Et une fois qu'ils auront pénétré les cibles et activé le rançongiciel, eh bien, le groupe, l'éditeur, va lui prendre le relais pour négocier avec les victimes, pouvoir activer différents points et continuer le travail malveillant. Et c'est aussi ce qui fait que ces activités cybercriminelles, notamment de rançongiciel, sont assez nombreuses. C'est qu'on n'a pas uniquement un groupe ou même 10 ou 20 groupes qui ciblent la terre entière et les entreprises, mais bien une vingtaine, une trentaine de groupes qui ont des affiliés qui sont tout à fait enclins et motivés par l'appât du gain à amener, j'ai envie de dire, des clients, des victimes à ces grands groupes. Alors, revenons sur leur technique, les moyens mis en œuvre. Eh bien, après étude de ces différentes attaques, eh bien, on s'aperçoit que les cybercriminels utilisent des approches assez classiques finalement
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, sur des techniques extrêmement complexes. On voit intrusion, escalade, exécution avec des outils connus. Donc, il existe des outils qui sont utilisés par à la fois les pentesters, mais également les cybercriminels pour automatiser et leur rendre la vie plus simple pour rentrer dans les entreprises. On s'aperçoit aussi qu'ils utilisent régulièrement ce que l'on appelle donc le social engineering, la reconnaissance des cibles, la recherche d'informations particulières sur telle ou telle cible, afin de pouvoir affiner et créer des emails, notamment d'hameçonnage, qui fonctionnent bien. Mais parfois, ils ne vont pas jusqu'à là. Ils achètent tout simplement des logins et des mots de passe sur les forums que l'on appellerait dark web. Et dans ces forums, vous avez des fuites de données compilées qui vont permettre d'avoir des accès. Alors, pour les particuliers, ce sera des comptes de grandes plateformes de type Instagram, Google, etc. Et puis, pour les entreprises, eh bien, vous allez pouvoir classer ça plutôt par fournisseur VPN, par exemple, quelque chose qui est assez fréquemment utilisé. Donc, se connecter à la place d'un utilisateur légitime avec son login et son mot de passe. Et alors, on se dit, et ça aussi c'était dans une des présentations du panorama de la cybercriminalité, on se dit que l'authentification forte de facteurs, notamment soit avec une application, soit avec la réception d'un SMS à chaque login, est vraiment utile et nécessaire, plus que nécessaire. Et pour pouvoir contourner cela, les cybercriminels vont utiliser la technique de la MFA fatigue, notamment au cours de la nuit et ou par différents moyens de pression, eh bien, ils vont finir par convaincre l'utilisateur pour lequel ils ont le login et le mot de passe, eh bien, de valider et ou de leur partager le code MFA qui est censé protéger l'intrusion de personnes non autorisées. Et donc pour cela, il y a deux grandes techniques. La première, c'est d'insister lourdement, notamment au milieu de la nuit. Et on a vu un peu d'ingéniosité avec une deuxième où eh bien, ils appelaient et où ils utilisaient une autre technique de contact direct, en disant voilà, je suis le service informatique, vous recevez des notifications, effectivement, là on est en cours, on est en train de modifier, il se passe des choses chez nous, donnez-moi le code et puis comme ça j'arrête de vous embêter. Et généralement la personne à 3h du matin, quand on la réveille comme ça, passe le code. Autre élément de sensibilisation qui est assez important, c'est le petit carré à droite, c'est Lapsus qui annonce qu'il recrute des employés ou des insiders pour leur fournir justement leur login et leur mot de passe. Et ça, cette annonce a été passée sur des médias, des forums du dark web, et on voit que la cible des sociétés pour lesquelles ils souhaitent avoir les logins, les mots de passe, ne sont pas des petites et moyennes entreprises, mais bien des très grandes entreprises. On avait vu d'ailleurs une affaire un peu similaire avec un employé de la Mega Factory Tesla, qui est certainement qui est leur plus grande usine, qui s'était fait approcher par une personne de nationalité russe et qui lui avait proposé contre $1 million de brancher une clé USB sur son appareil lorsqu'il était dans le réseau de l'entreprise Tesla, dans cette très grande usine. Alors il a eu un bon réflexe, il a fait semblant d'accepter, puis ensuite il a averti ses supérieurs et la sécurité, et la personne a été interpellée. Alors, pour conclure sur les méthodes utilisées, je passe sur l'insider et le vol de login et de mots de passe qui sont vraiment très largement utilisés pour m'arrêter sur deux techniques qui sont les deux plus utilisées, on va dire 50-50, en enlevant quand même les deux éléments que j'ai donnés avant. La première, c'est l'exploitation de vulnérabilité.
vous voyez dans cet article sur ZDNet, lorsqu'il y a une faille qui est publiée, eh bien, il faut à peu près 15 minutes pour que les cybercriminels commencent à l'utiliser. Et c'est généralement banco parce que, en fonction de la sévérité de la faille, on va pouvoir plus ou moins rentrer dans le système d'information de l'entreprise. Et puis, la deuxième menace, finalement la plus importante, et ça c'est cybermalveillance qui nous donne ce chiffre, eh bien c'est bien entendu l'hameçonnage. Et l'hameçonnage à la fois sur le grand public large fonctionne, mais également sur les entreprises, une fois qu'on a fait de la reconnaissance et de l'ingénierie sociale, eh bien fonctionne lui aussi. Donc d'où l'importance de pouvoir prodiguer des bons conseils à ses employés, d'une part parce que les protéger chez eux, c'est protéger son employé, c'est s'assurer qu'il soit finalement bien au travail, bien dans sa vie, bien au travail, et puis protéger l'entreprise pour éviter que celui-ci ne clique sur des liens qui mettraient en danger le système d'information. Alors je passe rapidement sur les particuliers, parce que la cible des particuliers peut être traitée dans un autre web séminaire. Vous avez ici deux éléments. Le premier est un document qui a été créé par BPI France et Cybermalveillance en partenariat, qui auprès des PME, TPE, PME et ETI recense quelles sont les principales cyberattaques et leur impact sur cette cible-là. Donc, rançongiciel, malgré tout, sont quand même les menaces les plus importantes. Et si je reprends le graphique du MAG-IT, il y a quand même aussi de fortes chances pour que dans le graphique du MAG-IT, on n'ait que les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'une TPE, quelle que soit sa géolocalisation en France, qui se fait attaquer, à mon avis, elle ne sera pas dans le radar, dans le scope du MAG-IT. C'est pour ça qu'à mon avis, on en a beaucoup plus. Et puis à gauche, vous avez un rapport qui a été créé par l'assureur Hiscox en 2022 et qui, lui, suppose que les grandes entreprises ont à la fois augmenté leur niveau de cybersécurité, rendant la tâche plus compliquée aux entreprises, qu'elles ont également été, entre guillemets, rincées aussi, d'une certaine manière, par les groupes d'attaquants, et que ceux-ci vont se tourner vers des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 90 000 et 450 000 euros, ce qui est un chiffre d'affaires tout à fait honorable, mais qui reste un chiffre d'affaires d'une TPE-PME. Donc voilà, prédiction Hiscox et retour terrain de cybermalveillance, les TPE, PME et ETI sont la cible, étaient la cible, mais sont encore plus la cible aujourd'hui des cybercriminels. Alors pour se préparer, déjà, j'aimerais apporter une touche nécessaire et réelle d'optimisme, parce que vous avez ici un exemple. Alors c'est encore cité sur le MAG-IT. Vous avez le lien ici. Je vous le partagerai si nécessaire. Je vous partagerai quelques liens après je peux pas le faire là en direct. Je vous partagerai quelques liens dans le chat après. Et cette cyberattaque est assez intéressante parce que tout commence le jeudi 9 mars dans la soirée. C'est environ 10 minutes avant 21 h. Donc réfléchissez à votre organisation dans votre entreprise et dites-vous s'il y a quelqu'un capable demandez-vous s'il y a quelqu'un capable de répondre à un incident à cette heure-là. Les équipes informatiques du CHRU de Brest reçoivent une notification. C'est le système d'information du centre hospitalier est susceptible d'être victime d'une intrusion. Donc là, on n'est pas sûr. Là, c'est une notification. Et cette notification est quand même assez sommaire. Elle porte sur des identifiants d'un compte utilisateur qui est compromis. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'achat de login et de mot de passe, par exemple, pour accéder à des VPN. Mais ça met la puce à l'oreille aux équipes. Et très vite, il constate que le compte a bien été utilisé pour accéder frauduleusement au système d'information et que les actions qui ont été ensuite menées avec celui-ci ne laissent pas de place au doute. C'est-à-dire qu'elles relèvent clairement de la phase de reconnaissance initiale. Souvenez-vous, dans Mitre Attack, c'est vraiment le début. Et donc, cette phase est bien entendu aux prémices de la cyberattaque qui pourrait venir. Deux éléments ont été notamment exploités, à la fois les journaux du pare-feu,
qui permettent d'établir clairement qu'il y a des connexions. Et puis, les deuxièmes journaux qui sont exploités, ce sont ceux de l'EDR, Endpoint Detection and Response, que l'on place juste au-dessus de l'antivirus et qui est beaucoup plus verbeux. Alors, j'ai pas pour objectif de détailler les solutions en détail, parce que si cela vous intéresse, vous avez des présentations qui ont été faites par des gens bien plus compétents que moi sur le sujet, à savoir notamment Nicolas Chobard, Grégory Ezrati et Bruno Châtelier. Donc Nicolas Chobard, notre directeur commercial des clients finaux, et Grégory et Bruno qui sont à la fois directeurs techniques et directeurs avant-vente, et qui rentrent dans le détail de ces technologies, et les websem ont été enregistrés. Donc si cela vous intéresse, rapprochez-vous de votre contact EZ, il pourra vous fournir ces liens pour visionner cela. Et donc, l'analyse des logs et des informations remontées par l'EDR ne laisse aucun doute sur le fait que l'attaquant a mené une opération qui lui permet d'observer, d'analyser le système d'information de l'intérieur, du coup, et de pouvoir commencer à savoir s'il va plutôt attaquer l'Active Directory, attaquer un serveur de fichiers, comment il va désactiver les sauvegardes, etc. Ce que dit le RSSI du CHRU, c'est qu'il a fallu à peu près 2h30 pour décider s'ils étaient sûrs ou non que c'était une attaque, et surtout s'il fallait complètement couper Internet. Parce que lorsque le cybercriminel agit à distance, eh bien, le seul moyen de le rendre aveugle et inopérant, c'est de couper Internet. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le CHRU, c'est 8000 utilisateurs, 350 serveurs. Alors, je n'ai pas d'idée sur le nombre de patients traités quotidiennement, mais 8000 utilisateurs, ça commence déjà à être important. Donc, ils ont également découvert qu'il y avait un logiciel malveillant, un faux stealer, qui avait été utilisé par cet attaquant, notamment pour récupérer les informations du collaborateur. Et pour info, même si tout se finit bien, entre guillemets, eh bien, le CHRU de Brest a eu 2 semaines en mode dégradé. Donc 2 semaines où Internet était plus ou moins coupé, 2 semaines où il fallait vérifier s'il n'y avait pas d'autres signes de compromission, 2 semaines pour repartir en mode de fonctionnement normal. Donc félicitations à eux, félicitations à leur vigilance, à leur sagacité, surtout à 20h50. Donc tout ça pour dire qu'il est possible de se protéger, de bloquer les attaques. J'ai eu le plaisir d'inviter Jérôme 16, qui est expert en réponse à incidents, dans le podcast que j'anime, qui s'appelle Cyberdolus. Et Jérôme est un des spécialistes qui intervient notamment sur des grands groupes quand il y a des attaques de type rançongiciel. Et c'est tout à fait le type de réponse à incident qu'il peut mener, comme sur le CHRU de Brest, si l'attaque l'incident n'avait pas été détecté à ses prémices. Et quand j'ai interviewé Jérôme, je lui ai demandé quelle était la force finalement des PME, parce que lui intervient quand même beaucoup sur des grandes entreprises, et il me dit la force des PME réside dans la simplicité de leur système d'information. Alors c'est à la fois un constat évident et véridique, ça c'est sûr. Moins vous avez d'actifs à surveiller, à contrôler, à mettre à jour, de login, de mots de passe, d'interaction avec des tiers, forcément, moins vous avez de possibilités de surface d'attaque pour que l'attaquant ne puisse rentrer. Pour autant, et là je vous affiche le sommaire d'un document qui pourrait presque être pour moi un document de chevet, un livre de chevet. C'est le guide, le référentiel édité par cybermalveillance.gouv.fr. C'est un référentiel de compétences coécrit avec l'AFNOR qui s'adresse aux prestataires informatiques. Et je trouve qu'il est tout à fait dommage de dire qu'il s'adresse aux prestataires informatiques, parce que vous avez ici toutes les étapes, tous les éléments à considérer de manière assez accessible. Alors bien entendu, ça ne rentre pas dans le détail, c'est le pendant de cette simplicité. En 15 pages,
vous avez l'intégralité des points à surveiller, à réfléchir, auxquels il faut réfléchir pour assurer comment dire, une étude de cybersécurité sur votre entreprise. Alors, si j'allais loin, je dirais sur votre propre personne en tant que particulier et ou à la maison, mais restons sur l'entreprise. Identifier, protéger, détecter, répondre et rétablir. Ces étapes sont vraiment primordiales. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais pu faire tout le WebSem uniquement en affichant ce sommaire, tellement ça couvre l'intégralité de tout ce que l'on a à voir. Et là, j'ai l'impression que j'ai pris un peu de temps, donc je vais pas rentrer dans le détail autant que je le souhaitais au départ, mais ce guide est disponible gratuitement en téléchargement. Si vous le souhaitez, je peux vous mettre aussi le lien à la fin de la présentation. Mais si vous allez sur cybermalveillance, vous allez le trouver sans problème. Gestion des actifs, première partie, identifier. Gestion des actifs dans une console d'administration, notamment des solutions que l'on propose. Vous avez la remontée d'informations qui vous permet de savoir quelles sont les machines sur votre réseau. Sont-elles protégées? Sont-elles à jour? Quelles sont les applications installées sur chacune de ces machines? Sont-elles à jour? On peut aussi les désinstaller à distance si besoin. Donc ça va nous permettre de connaître les actifs de notre système d'information. Mais ça va beaucoup plus loin, le guide va beaucoup plus loin. La gestion des identités, des accès, les boîtes mail, les sauvegardes, bien entendu, surtout quand on sait que les cybercriminels ont la fâcheuse tendance d'aller désactiver les sauvegardes pour éviter que l'entreprise attaquée ne puisse repartir. Chiffrement et protection des secrets. Donc là, on est sur chiffrement du disque, par exemple, chiffrement des informations importantes. Je passe sur l'environnement métier, la gouvernance, à l'appréciation des risques. Hein, donc chaque entreprise évaluera sa surface d'attaque et le risque potentiel auquel elle fait face et si elle va ou pas et comment appliquer se protéger, notamment en termes de budget. Gestion des risques et de la chaîne d'approvisionnement. Je m'arrête juste 2 secondes là-dessus. Vous avez peut-être vu dans l'actualité une cyberattaque qui a été qualifiée de Move IT. Et cette cyberattaque repose, comme cela a pu arriver précédemment, je pense à Kaseya notamment, sur des logiciels qui servent à faire de l'infogérance. Pardon. Et donc, en prenant le contrôle sur un logiciel tiers de type infogérance, c'est bien le cybercriminel, le groupe de cybercriminels va pouvoir rentrer dans un très grand nombre d'entreprises par ce que l'on appelle la supply chain. Bien entendu, protéger, point important, gestion des identités, on en parlait, login, mot de passe, 2 facteurs, sensibilisation et formation, faire face aux emails d'hameçonnage et à l'ingénierie sociale. Et puis, sécurité des données. On oublie trop souvent la sécurité physique, la téléphonie aussi, qui aujourd'hui a quand même majoritairement basculé sur l'IP. Et puis, vous voyez, antivirus, disponibilité, administration des systèmes, etc. Procédure et process très important aussi de documenter la maintenance, le maintien en condition opérationnelle, le maintien en condition de sécurité. Et ça, c'est un point aussi qui est extrêmement important, c'est que si vous faites des déploiements logiciels et ou matériels et systèmes d'exploitation, si vous ne respectez pas les bonnes règles de l'art lors du déploiement, eh bien, vous introduisez de fait souvent des failles qui pourraient, et donc des vulnérabilités qui pourraient être évitées. Donc, on l'a vu aussi détecter avec le CHRU de Brest, détecter les anomalies, les événements, surveiller en continu la sécurité et puis mettre en place des procédures, des processus qui vont nous permettre de remonter les bonnes informations pour à la fois avoir ce qu'il faut mais ne pas être submergé. Répondre, se préparer à répondre est un point extrêmement important avec une anticipation qui permettra de savoir qui contacter par exemple et que faire au moment où il faut répondre et rétablir. Et ça m'amène à un point qui est pour moi primordial en cybersécurité, c'est s'entourer. S'entourer d'un MSP, donc Managed Service Provider, un infogérant, on va dire, et son pendant, lui, dédié à la cybersécurité, Managed Security Service Provider, donc qui peut pourquoi pas parfois faire aussi le rôle de MSP, mais qui a quand même des compétences en cybersécurité qui font que généralement il
il est dédié à cette profession, à cette discipline. S'entourer, bien s'entourer de fournisseurs, hein, savoir avec qui on contracte, s'assurer que les SLA sont celles qui correspondent au niveau d'exigence que l'on a. Ne pas oublier l'avocat. D'ailleurs, dans mon premier épisode de Cyberdolus, j'avais invité Maître Olivier Théanu qui nous présentait les raisons pour lesquelles il fallait ne pas hésiter à porter plainte et à faire appel à un avocat lorsque l'on était victime ou suspicieux d'être victime d'une cyberattaque, notamment pour éviter que la justice ne se retourne vers nous en disant vous avez été négligent, vous avez été le porte-voix ou l'objectif, le rebond pour pouvoir attaquer d'autres entités. Certes, c'est CIRT, cabinet de conseil, assurance, il y a un certain nombre d'entités, d'organisations à notre disposition pour pouvoir anticiper et ou nous aider à rétablir. Et donc, le processus pour aller dans cet objectif, hein, identifier, protéger, détecter, répondre, rétablir, c'est ce que nous disait la gendarmerie nationale, notamment dans sa vidéo de témoignage que vous pouvez trouver sur la chaîne Les Aides France YouTube. C'est ce que l'on appelle la défense en profondeur. Alors, la défense en profondeur, on peut se le représenter en termes de multicouches. Et ces multicouches ont pour objectif de filtrer les différentes menaces qui vont tenter de pénétrer notre système d'information. On va tenter au maximum de compliquer la vie des cyberattaquants, des cybercriminels. Par contre, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de possibilités pour eux de rentrer dans le système d'information. Et c'est là où on va appliquer les différentes processus pour détecter et répondre, ce qu'a fait notamment très bien le CHRU de Brest. Donc, dans cet objectif, il existe un certain nombre de technologies, et encore une fois, je vais aborder ça de manière générale, et puis en plus, j'ai pris un peu de temps, je suis en retard. Vous avez donc des agents autonomes. Ces agents autonomes, ce sont ceux que l'on va trouver, bien entendu, sur nos endpoints. Alors, endpoint au sens large, hein, smartphone, ordinateur, serveur, mais également tout ce qui est travail collaboratif. Je pense à la suite Gmail, je pense à Microsoft Office, bien entendu, 365, mais pas uniquement les emails, je pense aussi au OneDrive, au Teams, bref, tout ce qui permet de recevoir et ou d'échanger des informations. Ceci doit être scruté et analysé avec les bons agents autonomes. Et alors, j'insiste sur autonome parce que je vous le disais, ça fait 30 ans que nous existons, cela fait 30 ans que nous produisons des agents autonomes. Les premiers s'appelaient antivirus. Aujourd'hui, ils sont bien plus que cela. Et ces agents autonomes, généralement, une fois que vous les avez déployés, que vous les avez configurés, vous n'allez pas agir dessus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des règles en fonction, je ne sais pas moi, si c'est sur un Active Directory ou sur un Microsoft Exchange, vous n'allez pas analyser de la même manière le serveur parce que la base Exchange a besoin d'être traitée de manière particulière. Mais in fine, à part choisir si vous allez mettre en quarantaine et ou effacer directement, l'agent est quand même très autonome. Et ça, c'est un point qui est important parce que il ne faut pas, parce qu'au vu de la complexité des cyberattaques et de la nécessité d'y répondre, il ne faut pas, tant que faire se peut, complexifier les tâches pour notamment les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'être là 24/7 derrière leur console d'administration pour savoir si il y a ou pas une alerte qu'ils doivent transformer en incident. Donc, j'insiste sur le fait que nous cherchons à avoir au maximum des agents autonomes pour protéger les infras et les endpoints. Et puis, donc ces agents autonomes, je vous le disais, hein, c'est Mail Security, la version on-premise, la version pour le cloud, Virtualization Security pour tout ce qui est, bien entendu, virtualisation de serveurs ou de machines, protection contre les brute force, contre les attaques de brute force et les rançongiciels. Et puis, à cela, on va ajouter de la détection et de l'intelligence qui est située dans notre cloud.
Et souvenez-vous, pour nous, il y a vraiment deux technos qui font la différence aujourd'hui. C'est bien l'utilisation du cloud et l'exploitation de la cyber threat intelligence ou de l'intelligence artificielle dans ce cloud. Cela apporte une longueur d'avance. On a souvent on a l'habitude de dire que c'est un jeu du chat et de la souris et que les cybercriminels ont une longueur d'avance sur nous, bien entendu. Mais lorsque l'on parle de tactiques techniques et procédures et ou de logiciels malveillants, le fait que les cybercriminels doivent envoyer dans notre cloud et soumettre leurs logiciels malveillants à nos technologies, eh bien, réduit l'écart de cette longueur d'avance parce que s'ils veulent savoir s'ils vont passer ou pas les barrières de protection, de défense en profondeur, eh bien, il faut qu'ils s'en assurent en nous dévoilant une partie de leur attaque. Donc, cette technologie cloud apporte, ou en tout cas réduit le gap entre eux et nous et l'avance qu'ils peuvent avoir sur nous. Pour pouvoir aller plus loin, bien entendu, détection et response, parce que les logiciels malveillants ne sont pas les seuls moyens pour rentrer et ou commettre des cyberattaques, mais on sait que les cybercriminels vont utiliser, on l'a vu là avec le CHRU de Brest, utiliser des logins et mots de passe tout à fait valides, mais vont aussi utiliser des logiciels tout à fait légitimes, notamment des commandes PowerShell pour pouvoir détecter quelles sont les autres machines sur le réseau, par exemple. Et l'antivirus, aussi évolué soit-il, autant d'intelligence artificielle puisse-t-il utiliser, c'est pas son rôle. Tout simplement. Donc, pour pouvoir détecter ces comportements malveillants, eh bien, on fait appel à l'EDR, Endpoint Detection and Response. Et au-dessus de toutes ces couches de défense en profondeur, multicouches, il y a évidemment l'intégration et les services. Je vous le disais, si vous installez à votre système d'information sans respecter les bonnes préconisations, eh bien vous pouvez finalement introduire autant de failles que de bénéfices. Donc ces services vont être à la fois des services initiaux, d'aide au déploiement, de vérification de la compatibilité, etc., mais également des services en continu qui vont prendre une partie du travail que l'entreprise peut ne pas soit avoir envie et ou les moyens de faire, faute de compétences, faute de budget, parce que des detection engineers, donc des employés qui sont capables de définir si, par exemple, dans le cas du CHRU de Brest encore, si le login et le mot de passe qui est valide est utilisé de manière non conforme, bien là, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et autant l'intelligence artificielle a fait énormément de progrès, notamment pour nous dire « Ah, attention, là tu devrais regarder », autant l'action finale de décider s'il faut ou pas mettre le poste en quarantaine et ou couper Internet, on est encore sur des actions humaines que l'intelligence artificielle ne remplit pas. Alors, pour conclure cette présentation, voici l'offre EZ. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dedans. Et j'aurais même vu cette planche mise à l'envers, c'est-à-dire commencer par la partie de droite qui est pour moi finalement est la plus importante. C'est-à-dire que au plus votre maturité cyber est élevée, au moins vous aurez besoin de logiciels, de services pour pouvoir assurer la protection de vos infrastructures. C'est-à-dire que l'entreprise qui choisit EZ Protect and Tree a une console d'administration. Donc là, on va répondre à un certain nombre d'exigences telles que l'on a vu auparavant, à savoir faire de l'inventaire matériel et logiciel, protection de endpoint, parfait, protection des serveurs aussi. Mais vous n'avez pas dans cette solution-là le sandboxing cloud, c'est-à-dire l'envoi de fichiers suspects dans nos technologies cloud activées avec l'intelligence artificielle pour savoir si c'est ou pas un logiciel malveillant. Vous n'avez pas le chiffrement des données. Donc, si en fait on reprend le sommaire que l'on a vu du document de cybermalveillance, au final, avec cette EZ Protect and Tree, vous allez couvrir, je sais pas moi, 3% des exigences qui sont celles nécessaires
au fonctionnement et à la protection d'un système d'information actuel. Alors, vous pouvez aussi choisir, et c'est pour ça que la maturité est importante, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la version entry parce que vous avez Sandboxing Cloud, le vôtre, d'un autre éditeur, le chiffrement des données avec une autre solution, la protection de la messagerie avec une autre solution, etc. Donc tout cela va dépendre de votre analyse menée notamment grâce encore une fois, aux documents cybermalveillance qui permet de faire un tour d'ensemble de son entreprise et de le regarder sous la bonne lorgnette et de pouvoir savoir finalement ce dont on a besoin. Mais d'une manière générale, lorsque l'on veut être tranquille d'esprit et avoir un seul fournisseur qui va finalement prendre en charge l'intégralité des besoins et faire en sorte que les outils divers et variés discutent entre eux. Et là, on arrive à un terme que j'aborderai pas plus dans le détail, mais qui s'appelle XDR. Donc, cette notion de XDR, c'est bien de faire en sorte que tous les éléments liés à la cybersécurité, au maximum, puissent travailler de concert. Et lorsqu'il y a notamment une menace qui est détectée par une Sandboxing Cloud, si vous avez deux fournisseurs, il n'est pas certain que la Sandbox Cloud, qui stoppe la menace, avertisse le reste des solutions de sécurité et qui permettent ensuite de faire une corrélation, par exemple, entre l'utilisation d'un login et d'un mot de passe malveillant, utilisé pour pénétrer dans le système d'information, déployer un logiciel qui n'a pas été repéré, sauf par la Sandboxing Cloud, et donc mettre en place toute la procédure et les processus nécessaires pour enclencher les alertes qui vont peut-être mener à un incident. Donc voilà, à quoi servent ces packages. Donc c'est à la carte, hein, on peut en choisir un ou construire, en choisir un très complet et ou construire sa propre solution ou sa propre solution de cybersécurité. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi.